Et c'est un travail de restitution, de décryptage qui à mon avis, fait œuvre de salubrité publique, quoi. Parce que je pense que leur discours est extrêmement dangereux, extrêmement toxique. Comment, essentiellement et visiblement. Oui, parce que, peut-être juste parce que je voulais le dire, parce que ces discours-là, quand même, font passer l'idée que le travail est un coût, en fait. Que le travail est toujours un coût qu'il faut comprimer. Tu as parlé de lean management. Lean, ça veut dire maigre. Le travail, il doit être maigre. L'entreprise, elle doit être maigre. Alors que le travail, c'est une activité humaine et sociale qui a de la valeur, ne serait-ce que parce que les gens qui l'effectuent lui accordent une certaine valeur, ne serait-ce que parce que ce sont des activités qui produisent de la richesse, et pas forcément de la richesse toujours entendue dans la seule version économique et marchande et financière, qui sont aussi des richesses sociales, humaines pour la société. Et du coup, je sais pas, après c'est plus une hypothèse, mais j'ai l'impression que le rôle des organisations syndicales là-dedans, c'est aussi de toujours, continuer d'affirmer que le travail, ça a de la valeur, quoi. Et que c'est pas un coût, que c'est pas un gaspillage, qu'il faut toujours raboter, il faut toujours qu'il y ait moins de salariés. C'est aussi de... C'est pour plus de profit, en fait, tout simplement. C'est ce que... oui, bien sûr, bien sûr. Et cette idée, elle est très présente dans le néolibéralisme. Je pense que c'est aussi... je pense que ça finit par impacter le rapport qu'on entretient à son propre travail, en fait. Parce qu'à trop s'entendre dire qu'on est un coût, je pense que ça a un coût aussi pour les gens. Voilà. Il y a un témoignage qui m'a bouleversé, c'est une adhérente qui s'appelle Valérie. Elle est venue me voir. Valérie travaille dans une structure de personnes handicapées en fin de vie, petite structure. Elle est AMP, aide médico-psychologique. Donc une activité socialement utile où elle est très attachée aux patients qu'elle accompagne jusqu'au trépas. Et Valérie, elle est isolée. Elle a eu à connaître le décès de sa maman. Bon. Et Valérie, elle est suspendue. Elle est suspendue. Et dans la situation, donc elle ne peut plus travailler avec. Quand on sait le niveau de rémunération des AMP qui sont infra-SMIC, hein, vous savez que nos 3 premiers échelons dans toutes nos conventions collectives sont en dessous du SMIC. Valérie, notre adhérente, élue sur liste syndicale, qui fait du boulot syndical, même en intersyndical, et s'est vue perdre son logement social, et s'est vue s'effondrer sans rémunération, et elle s'est vue oblitérée. C'est-à-dire qu'on lui a dit du jour au lendemain comment le travail socialement utile que vous produisez n'a plus aucun intérêt. On l'a oblitéré. Sa raison de vivre a été effacée. Et du coup, Valérie a été hospitalisée en psychiatrie. C'est une camarade. Elle a même été dans les instances, Valérie. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'activité syndicale dans la toxicité de l'ultralibéralisme. Il n'y a pas une semaine sans que nous sommes sollicités pour accompagner des salariés dans le cadre de rupture conventionnelle. C'est-à-dire que l'espérance de vie professionnelle dans notre secteur aujourd'hui pour les jeunes professionnels et les études longitudinales pour les jeunes professionnels est de 3 ans. Au bout de 3 ans, ils désertent le secteur social et médico-social. Ouais. 3 ans de formation, 3 ans de pratique. 3 ans de pratique, ils ont dégoûté les jeunes professionnels de rester dans notre secteur. Et lorsque le secteur peinait à recruter, les organisations syndicales, ils ont trouvé une compensation à la pénibilité du secteur. Ils ont créé ce qu'on appelle
les congés payés supplémentaires, les fameux congés trimestriels, qui sont menacés par la convention unique. Et c'était un moyen de rendre attractif le secteur. Et c'est à ce moment-là que les organisations syndicales ont soufflé la solution aux syndicats employeurs. Ils étaient plusieurs à l'époque. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'une convention unique, une confédération unique employeur qui accède, un peu comme dans les pays totalitaires, comme à Moscou, une seule, le parti unique. Et la pensée unique employeur a fait une chose. Avant, notre point d'indice conventionnel était indexé sur celui de la fonction publique. D'accord ? Aujourd'hui, le point d'indice fonction publique est à 4,06 € et notre valeur du point dans la convention collective est à 3,82 €, alors que pour répondre simplement en l'absence de blocage des prix, pour répondre au coût de la vie chère, les revendications, les avenants salariaux proposés par les organisations syndicales majoritaires dans la 66, c'est-à-dire FO, CGT et Sud, veulent porter le point d'indice conventionnel à 5 €. Voilà, je le redis, le décrochage dans l'absence d'activités conventionnelles, puisque les employeurs ont gelé toutes les activités conventionnelles sur toutes les tables de la négociation, que ce soit la convention collective 65, la convention collective 51, la convention famille rurale, la convention à l'ISPA, la convention régie de quartier, la convention collective 79 CHRS. Toutes les tables de la négociation sont gelées. On n'a pas, y compris pour les 183 €, on a même oublié, dans la filière socio-éducative, on a même oublié les familles d'accueil, les assistants familiaux, alors qu'un avis unanime leur attribue une revalorisation de la valeur indiciaire. Ça fait 2 ans et demi que la négociation nationale est bloquée et que les employeurs refusent de négocier. Et pour accompagner le gouvernement de la Macroneuse, les employeurs vous expliquent « Ah bah non, nous ne voulons pas signer un avenant sur les 183 € pour tous parce que il est possible qu'au niveau de la Commission nationale d'agrément, il ne soit pas agréé, que la Direction générale du travail n'agrée pas l'accord. Mais à ce moment-là, si l'accord n'est pas agréé, on peut identifier les responsabilités en disant « Messieurs les employeurs, vous avez fait fonctionner l'étape de la négociation, c'est votre devoir, c'est un droit. Parmi les droits collectifs, vous avez le droit, vous, tous salariés du secteur social et médico-social, a droit à la négociation collective. C'est un droit constitutionnel, c'est l'article 8 du préambule de la Constitution de 46 qui a été repris dans la Constitution de la 5e République de 58, c'est l'article 8 du préambule de la Constitution. Le droit de tout salarié à pouvoir négocier, un droit à la négociation collective qui est bafoué à chaque négociation nationale. Vous pouvez tout à fait faire ce type d'activité paritaire et conventionnelle. Vous signez avec les organisations syndicales représentatives, majoritaires dans le périmètre de la 51, 66 et HRS, FO, CGT Sud. Est-ce que vous le faites? Absolument pas. Si vous faites ce type d'activité, et bien après, on pourra identifier les responsabilités et on pourra faire en sorte que les masques tombent et dire le gouvernement est en train d'organiser le chaos dans le secteur social et médico-social et que vous, les employeurs, vous ne connaissez pas ça parce que vous dites être attaché à l'économie sociale et solidaire, donc en acte, vous allez signer les avenants salariés, et bien évidemment que les employeurs, unanimement, refusent. Donc ils accompagnent le chaos et qui fait que il y a une désertification du secteur parce qu'ils ont organisé le dumping social et organisé le management agressif pour que effectivement faire passer les enveloppes contraintes, ça se fait au prix du management agressif, au prix de la productivité, au prix du burn-out des collègues, au prix de l'inclusion forcenée au détriment de la protection intentionnée et au prix du délaissement des personnes les plus vulnérables, de la petite enfance jusqu'au grand âge. De la petite enfance jusqu'au grand âge. C'est-à-dire, aucun secteur n'est épargné. Donc, là, c'est quand même le pas. C'est
puis là, ils n'arrivent plus du tout à recruter, quoi. Ouais. Il n'y a plus personne. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. En fait. C'est un effet boomerang. À un moment donné, Oui. le bas, qui disent c'est bon, moi je déserte et je m'en vais, quoi. Je ne travaille plus. Ça met dans la panade beaucoup de personnes sur le terrain parce que, quoi, travailleurs sociaux, on a toujours cette chose de voilà, on est là pour aider, on ne va pas les laisser comme ça et tout ça. On est dans ce schéma-là. Oui, Mais l'objectivité. là, actuellement, L'objectivité. qu'ils aient plus de moyens de recruter les gens, qu'il y ait moins de... C'est parfait, parce que là, du coup, là, ils commencent à souffrir là-haut, parce que bah, ils ne peuvent pas embaucher, quoi. Ils ne peuvent pas Ça faire ce illustre. qu'ils veulent, là. Et au niveau sécurité, ils sont juste zéro, là. Au niveau de la sécurité des personnes, là, c'est zéro, quoi. Donc, c'est peut-être un bien que ça soit le bas qui bouge, là. Ça montre un peu les choses, quoi. Donc c'était pas un hasard, Cyrine, si on a voulu parler du low cost, parce que ça fait écho à ce qu'on peut vivre sur le terrain, sur les champs du social et du médico-social. Moi, j'en suis convaincue. Après, c'est le social, mais je trouve que c'est partout, c'est dans Ouais. le domaine là. Le low cost, ça s'en partout. En grande contagion. En fait, ça gangrène tout le monde, en fait, ce low cost. C'est un cercle vicieux, en fait. Hein, parce que, en tant que client, on cherche des prix. Hein, et puis, du coup, on tue l'emploi. Il y avait en 68, il y avait un vieux slogan qui prend tout ce sens. Il disait ceci, c'était l'école des beaux-arts de Paris qui avait fait une magnifique affiche qui s'intitulait « Charlour, salaire léger ». Charlour, salaire léger. On est en plein dedans. C'est-à-dire que la déclaration de Philadelphie de l'Organisation internationale du travail disait ceci: qui veut la paix prépare la justice sociale. Et comme on est dans un monde totalement insécure et de la guerre économique de tous contre tous, la guerre économique mène à la guerre tout court. Et la guerre est un crime. Il y a certes des crimes de guerre, mais la guerre en elle-même est un crime. Mais la guerre est une manière de poursuivre aussi la prédation capitaliste et le parlement. Il faut quand même jamais perdre de vue que les syndicalistes qui ont voulu empêcher la guerre de 14-18, je pense à Alphonse Méraille, je pense à Pierre Monat, je pense aux internationalistes de la conférence de Zimmerwald, lorsque au Creusot, il y a les maîtres de forge, les marchands de canons qu'on construit Il y avait Krupp en Allemagne avec la Grosse Bertha, le canon la Grosse Bertha. Ce n'est pas que des cafetières, Krupp à l'origine, c'est aussi des marchands de canons. Et ces fortunes de guerre se sont faites sur des millions de cadavres et ça donne l'élite. Et ça donne l'élite qui était au pouvoir. Je rappelle que Madame Schneider n'était pas tout à fait une inconnue, puisqu'elle s'appelait Anémone. C'était Anémone Valérie Giscard d'Estaing, c'était la femme du président de la République, et c'était les maîtres de forge du Creusot. Voilà, ça c'est une anecdote. Quant à Monsieur Macron, le président, il est directement issu de la banque. Voilà, alors, on a coutume de dire à Force ouvrière, c'est que dans notre caractère libre et indépendant, je disais à Cyrine que quand Force ouvrière s'est créée sur un slogan, ni Moscou, ni la Standard Oil. Ni Moscou, c'était à l'époque c'était le stalinisme, le parti unique, la dictature sur le prolétariat, et la Standard Oil, c'est le Rockefeller, la plus grande fortune au monde, les pétroliers texans. Voilà, c'était. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à ces origines-là pour organiser le contre-pouvoir, organiser le contrepoids syndical. Voilà, et on ne le fera pas sans une extrême proximité avec les universitaires, parce qu'on doit aussi gagner la bataille des idées.
décoloniser l'imaginaire, disaient les grandes. La classe ouvrière ne gagnera pas sans idées. Il faut qu'on gagne la bataille des idées et on gagnera la revendication sociale. Ça va de pair. Ça peut pas, voilà, on peut pas se priver du travail des chercheurs et des universitaires. C'est ce qui nous différencie, nous, des populistes et des nationalistes. Et l'éducation ouvrière a un profond respect de la connaissance. La connaissance en vue de sa vulgarisation, en vue de sa transmission. Instruire pour révolter. Il faut que les enfants de la classe populaire aient accès au maximum de savoir. C'est extrêmement important. Cyrine, je te laisse de manière autoritaire le dernier mot pour conclure. Non, mais je trouve ça intéressant quand tu parles de décoloniser la pensée. Voilà, je pense qu'il s'agit effectivement de parvenir à se départir de l'idéologie, quoi, et de tout un tas d'idées qui structurent notre quotidien, et notamment cette idée que le travail ne peut être qu'un coût, quoi. Et effectivement, ça passe par la déconstruction de ces idées. Je sais pas je pense que ça passe pas du tout exclusivement par le travail universitaire. C'est une des modalités de cette entreprise de déconstruction. Mais voilà, je suis en tout cas très contente de pouvoir discuter avec vous de tout ça et d'échanger sur ces travaux. Donc merci beaucoup de m'avoir invité et écouté. Merci d'être là, Cyrine. Merci d'être là.